Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Aujourd'hui, je vous propose une sorte de thématique autour de l'échec et du rebond, puisque j'ai deux entrepreneurs incroyables qui vont venir me raconter leurs difficultés, leurs succès finalement, comment ils ont redressé leur boîte ou au contraire comment ils l'ont planté et comment ils en retirent finalement que des bonnes choses de cette aventure entrepreneuriale. On sera avec Kevin Soler et avec Barbara Dupuis dans quelques instants. On parlera également de streaming musical et de Deezer qui fait la course à la rentabilité avec un objectif fixé en 2025. Le directeur général adjoint viendra nous détailler sa stratégie. On prendra de la hauteur, littéralement, avec un entrepreneur qui a gravi tous les échelons de la société Jarnias jusqu'à en prendre la direction. Le groupe est aujourd'hui spécialisé dans les travaux d'accès difficiles en hauteur avec plein de diversification et plein de challenges quotidiens dans des milieux incroyables. Et puis on terminera avec notre rendez-vous autour des mots de la com puisque Charlotte Fessou sera avec nous comme tous les mois. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Finalement, c'est une émission où on va parler beaucoup de rebonds et d'échecs. Et on va commencer avec un ouvrage qui a été écrit par Kevin Soler. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, vous êtes 6 fois champion du monde de street workout. Vous êtes le CEO de Virteam, qui est une entreprise spécialisée dans le métavers. Et vous êtes auteur donc de ce livre, Comment j'ai sauvé ma boîte. C'est aux éditions de Buck Supérieur. Alors, c'est un ouvrage que j'ai lu, qui est bourré de conseils pour protéger son business. D'ailleurs, le sous-titre du bouquin, c'est tous les conseils d'un entrepreneur pour protéger son business. Mais je trouve surtout c'est une grande leçon sur l'état d'esprit finalement qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. Ça va d'ailleurs assez loin. Je me pose la question d'ailleurs de savoir si en fait tout à chacun on peut vraiment appliquer ces conseils ou s'il faut être un peu taillé sur votre modèle pour pouvoir les appliquer, mais on va y revenir. D'abord, on va peut-être partir du point de départ de votre bouquin. C'est 2012, la création de votre entreprise. Et déjà, assez rapidement, un demi-échec et un pivot. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça déjà ? C'est sûr, c'est qu'initialement, une entreprise aujourd'hui qui est une entreprise de métavers, donc dans les nouvelles technologies, on devait initialement monter une entreprise dans les agences immobilières. Rien à voir. Donc rien à voir. Et d'ailleurs, c'est drôle puisque l'entreprise porte toujours le nom technique de la première entreprise, donc DDGI, domaine du golf immobilier, pour la petite anecdote. Ouais. C'est resté, puisque ça fait partie de l'ADN de cette entreprise. Et on a changé de région pour monter cette entreprise avec mon associé. Et finalement, toutes les banques qui nous suivaient dans notre première région dans laquelle on était connu, qui était la Franche-Comté, quand on démarre dans le sud, finalement, les banques passent régionales et nous disent en fait, on ne financera pas votre projet. Alors que nous, on avait déjà avancé pas mal d'argent, on avait passé énormément de temps. J'avais quitté une carrière en Australie qui était quand même une carrière plutôt intéressante dans les nouvelles technologies aussi. Et premier pivot, donc comment finalement on finance une entreprise quand les banques ne vous suivent pas ? Sachant que on ne voulait pas diluer notre capital et donc pas aller lever de l'argent auprès d'investisseurs. De toute façon, on n'avait pas d'historique et on ne savait pas lever de l'argent. Donc premier pivot, comment on finance ça ? Et finalement, ce qui est assez drôle, l'histoire fait bien les choses, puisqu'on va financer ça grâce à notre point différenciant sur l'agence immobilière, qui était de faire des visites virtuelles des biens. Ouais. Et on se dit, en fait, les visites virtuelles, ça peut se coupler à n'importe quel type de business, notamment l'hôtellerie. Et très rapidement, la première semaine, on vend une première visite virtuelle à un hôtelier. Et là, on se dit, OK, finalement, c'est peut-être ça le modèle, c'est peut-être ça l'entreprise qu'on doit monter, une entreprise de visite virtuelle. Donc, on passe de l'immobilier très vite à l'agence de visite virtuelle, ce qui nous permet de lancer l'entreprise. Et justement, alors votre entreprise, elle démarre assez vite et assez bien. Et puis un jour, vous croisez votre comptable dans le couloir qui vous dit qu'en fait, vous êtes au bord du dépôt de bilan. Quelle est votre réaction ? Parce que j'imagine que ça a dû être un état de choc si vous pensez, vous, que votre entreprise va bien et que votre comptable vous dit en fait pas du tout. En fait, il faut se mettre dans le contexte. On vient de déménager nos locaux. On passe sur un étage beaucoup plus gros, un plateau très grand, des locaux très modernes à la Google, là où moi j'ai fait une partie de ma carrière. Et en fait, je comprends pas, puisque le comptable me dit, écoutez, ça va pas du tout, les comptes sont au rouge. Et je leur dis, mais moi, le chiffre d'affaires, on n'a jamais fait autant, on vient de déménager, on vient de recruter. Comment c'est possible ? Vous voyez que mon associé, c'est lui qui gère cette partie-là, finalement, l'administratif, le financier. Et en fait, ils me disent, non, n'oubliez pas que vous êtes gérant de l'entreprise, donc les comptes, c'est vous qui devez les valider. Je dis, mais vous savez, moi, j'y comprends rien. Je fais confiance à mon associé, voyez-le. Non, vous êtes gérant, vous n'avez pas compris. Vraiment, là, il faut qu'on se parle. Et finalement, effectivement, je découvre que les comptes sont au rouge. La banque, on est le 26 du mois, je crois, à ce moment-là, me dit et m'appelle, me dit, voilà, Kevin, vous êtes le gérant, effectivement, alors que j'avais jamais eu de contact finalement avant avec eux, tout mon associé qui gérait ça, et qui me disent, on ne passera pas les salaires ce mois-ci.
Et là, vous retrouvez le 26 du mois, vous ne pouvez pas passer vos salaires, vous êtes bloqué, vous venez de déménager, vous avez dépensé pas mal d'argent, vous avez contracté des crédits auprès de banques et de la BPI notamment pour pouvoir financer ce développement. Et vous vous retrouvez complètement bloqué. Donc là, effectivement, c'est la douche froide. C'est souvent la question qu'on me pose, c'est comment on réagit face à ça. Honnêtement, on n'a pas vraiment de réaction, on ne sait même pas comment faire. On est démunis. Et là, il y a 2 cas de figure. C'est soit finalement, vous vous suicidez parce que c'est trop compliqué, soit en fait, vous rebondissez et vous dites c'est la vie, en fait, c'est comme ça, il faut savoir rebondir. Et qu'est-ce qui s'était passé, en fait? C'est que votre associé vous avait trahi et avait fait des choses qu'il ne fallait pas sur les comptes? En fait, je ne veux pas avoir de pensée négative par rapport à ça, mais effectivement, mon associé, je découvre que il a des soucis personnels, etc. Et que pour assouvir ses soucis personnels, ou en tout cas combler le manque d'argent qu'il avait dans sa vie personnelle, a récupéré de l'argent de l'entreprise pendant des années sur des petits montants progressifs, et puis ces petits montants qui ont grossi finalement et qui ont alerté en fait les comptables. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous dites OK, il faut que je mette en place un plan pour rebâtir, et comment est-ce qu'on... Parce qu'en fait, effectivement, vous ne pouvez pas laisser pourrir la situation, quoi. C'est impossible. De toute façon, on sait pertinemment que quelques jours après, les banques viennent chercher les cautions, caution personnelle de la totalité des crédits de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise tombe, c'est à moi, à titre personnel, de rembourser. À ce moment-là, je n'ai pas l'argent pour rembourser en plus les cautions. Et je suis caution solidaire, c'est-à-dire que je dois rembourser aussi ceux de mon associé. Sachant que mon associé est insolvable à ce moment-là aussi, finalement, tout me retombe dessus. Et moi, je n'ai pas d'option à ce moment-là que d'essayer de trouver une solution, donc de mettre en place un plan finalement. Et ça donne le parallèle avec justement l'histoire de ce livre sur ma carrière qui était parallèle à cette carrière professionnelle de sportif de haut niveau. Ouais. On apprend finalement d'avoir une rigueur et de mettre en place un plan d'action sur le long terme. Il n'y a aucun moment où vous vous dites, de toute façon, le match est plié, on est le 26 du mois, il n'y a plus rien à faire, autant mettre la clé sous la porte? Alors, dans la vérité, si, on se le dit toutes les 10 minutes, et 10 minutes après, on se dit non, mais c'est impossible, je ne peux pas abandonner. C'est mon bébé, j'y ai consacré plus de 10 ans, j'y ai mis mon énergie, et ça ne tombera pas. Et ça ne tombera pas pour une autre raison, je ne peux pas me permettre que ça tombe. Donc en fait, je pense que dans le fond, à partir du moment où on n'a pas le choix, c'est là qu'on devient hyper pragmatique. Non, mais on a toujours le choix. Oui, facilement, j'aurais pu dire non, mais on laisse tomber, je me mets en faillite, et voilà, mais je ne considère pas l'échec en fait. Ça aurait pas forcément été un échec si j'avais su rebondir derrière, mais je ne voulais vraiment pas que ça tombe. C'est mon bébé, encore une fois, et je pouvais pas laisser tomber ce bébé-là. Et on peut le faire sur un parallèle, sur une histoire personnelle qu'on pourra avoir dans un couple, etc. À un moment, faut arrêter de dire quand c'est cassé, on peut rien faire. En fait, il faut essayer de rebâtir et se dire, ok, prenons les fondamentaux finalement. Qu'est-ce qui marche dans cette entreprise? On a du chiffre d'affaires, on a des clients, les salariés me suivent. Donc on peut en faire quelque chose. Maintenant, il faut couper toutes les dépenses superflues. Il y a un certain nombre de mesures de gestion à mettre en place. Mais l'échec, c'est pas possible. Puis je regardais l'équipe que j'avais autour de moi, le chemin parcouru, c'était trop dommage. Je pouvais pas me permettre de faire tomber cette entreprise. Vous passez par un plan de sauvegarde à ce moment-là, et en fait, vous en dites le plus grand bien du plan de sauvegarde. Carrément. Et là, je suis un fervent fan du plan de sauvegarde. Ouais. Il faut savoir un chiffre, 0,1% des sociétés en plan de sauvegarde s'en sortent. Alors c'est un chiffre qui est minime pour plusieurs raisons. Ouais. La première, c'est que le plan de sauvegarde, soit il est choisi par des entreprises pour geler la dette et donc du coup diminuer le prix de l'entreprise et renégocier sa dette derrière beaucoup moins cher que le prix de la dette globale. Parce qu'on a le droit de racheter un plan de sauvegarde en dessous, inférieur au prix de la dette. Ou alors, ce sont des entreprises qui simplement sont perfusées le temps d'un plan de sauvegarde pendant 6 mois, 8 mois, 1 an et qu'on sait techniquement qu'elles vont décliner derrière et passer en liquidation. Nous, on était un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on s'est dit potentiellement on pourra racheter la dette plus tard puisque l'entreprise génère du profit. Mais en parallèle, on ne voulait pas tomber en liquidation. Donc c'était un bon entre-deux que je ne connaissais pas du tout avant. C'est pour ça que j'en parle dans le livre, parce que c'est une procédure que très peu de gens connaissent. Combien de fois durant cette histoire, on m'a dit oui, vous étiez en liquidation, vous étiez en redressement? Non, plan de sauvegarde, c'est pas tout à fait pareil. Il y a la conciliation, le plan de sauvegarde, et après on a redressement et liquidation. Et c'est très intéressant parce qu'on peut renégocier ses dettes. Ça nous permet d'être protégés par le tribunal de commerce. Il faut le savoir, le tribunal de commerce vous protège à ce moment-là, fait que vous n'avez pas à payer vos dettes antérieures et va vous permettre de renégocier ça, échelonné sur 10 ans globalement. Donc ça nous a vraiment permis d'avoir une bouffée d'air frais, et c'est ce qui a permis qu'on puisse payer les salaires, puisque pendant les 6 premiers mois, vous êtes en période d'observation, et là du coup, vous ne payez plus ce qui est antérieur à la date à laquelle vous passez en plan de sauvegarde, donc vous ne payez que ce qui vient demain en fait.
Ouais. Et ça nous a permis d'avoir ce vent d'air frais, de pouvoir payer les salaires et de relancer finalement un peu la machine. Vous parlez aussi dans le livre de l'impact sur le regard extérieur, c'est-à-dire quand vous allez voir vos clients, vos prospects et que vous êtes en plan de sauvegarde. Donc, comment est-ce que les gens réagissent à ce moment-là et comment vous arrivez à les convaincre que c'est juste une phase finalement? Alors très honnêtement, c'était vraiment la plus grosse hantise qu'on a eue avec l'équipe. Globalement, c'est comment on gagne un appel d'offres alors qu'on est en plan de sauvegarde. Ouais. Nous, on ne travaille qu'avec des grands groupes. Comment les grands groupes vont nous faire confiance alors qu'ils vont voir, attention, en rouge, plan de sauvegarde, société pas sécure. Finalement, on a joué la transparence. Et je pense que j'en parle beaucoup dans le livre. La transparence, c'est une notion qui est clé. Vaut mieux dire les choses pour désamorcer la bombe qui arrivera de façon d'une manière ou d'une autre plus tard. Donc, on a été très clair. Certains clients, notamment dans le médical, qui nous ont dit, nous, le plan de sauvegarde nous pose un problème. Je leur ai dit, écoutez, je suis prêt à faire un plan de pilotage avec vous. Tous les 6 mois, vous avez accès à nos comptes. Et vous voyez qu'on a de la trésorerie. Et que de toute façon, vous ne payez que quand on a terminé les prestations. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas vous mettre en défaut. Et ça a bien marché, puisque finalement, ils nous ont fait confiance. Ils n'ont jamais regardé les comptes, dans les faits. Mais je pense qu'ils ont vu que, vu qu'on était transparent, c'est qu'on savait là où on allait. Et je pense aussi que cette capacité à convaincre, parce qu'on était sûr qu'on allait y arriver, c'est vraiment un point qui était hyper important pour eux. Aujourd'hui, votre entreprise va bien. Elle est en plus passée sur encore un troisième peut-être pivot sur le métavers. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Parce que quand on lit le bouquin, on se dit OK, le mec il surfe sur les difficultés, tout va bien. J'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ma vie en fait. Et on m'a toujours dit t'as eu plein de difficultés dans ta vie, mais t'as toujours réussi à rebondir. Ouais. Donc j'ai jamais eu l'explosion exceptionnelle. On n'en est pas là. Je pense que ça arrivera peut-être prochainement, on l'espère. Mais surfer sur les difficultés, je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on apprécie les moments où c'est légèrement plus calme. Et c'est ce qu'on dit toujours, quand on est malade, on apprécie le moment où on ne l'est plus. Et là, c'est le côté challenger. C'est vrai que j'ai toujours été un challenger. Et je n'ai pas signé une carrière d'entrepreneur depuis que j'ai 18 ans pour finalement avoir un long fleuve tranquille, tout simple. Sinon, je serais salarié et j'aurais choisi une autre carrière. Je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est un choix. Et je pense que j'aime finalement cette adversité, cette difficulté. Et si demain, ça devient trop simple, je pense que ça va vite m'ennuyer. Vous parlez quand même des risques de burn-out, du stress, de la gestion du stress, aussi la solitude de l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? Parce qu'effectivement, tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent sont forcément confrontés à un moment ou à un autre à ces sujets-là. Alors, c'est des sujets qui sont clairement trop peu traités, je pense, parce qu'on parle beaucoup sur le côté salariat. On n'en parle pas assez sur les entrepreneurs parce qu'on est aussi, nous, extrêmement susceptibles, et notamment à la solitude et à l'isolement, il faut le savoir. Moi, ça a été une période très compliquée psychologiquement. J'ai eu la chance, je pense, grâce au sport, de me dire, je mets des œillères, c'est un des chapitres, je mets des œillères et je regarde que devant moi. Et ce qui se passe à côté, c'est pas grave. L'image qu'on peut avoir de moi, de l'entreprise, des choix que j'ai dû faire parfois, qui sont pas des choix simples, quand on doit se séparer de personnes, parce qu'on peut pas les payer, quand on doit planter des fournisseurs, parce qu'ils font partie du plan de sauvegarde. J'avais jamais eu de dette de ma vie avant. Donc je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû gérer ça, et je me suis retrouvé très seul. Et finalement, vous vous rendez compte que les conseilleurs sont pas les payeurs. Donc les gens autour de vous, non mais faut arrêter, t'as pas eu de chance, donc laisse tomber. D'autres qui vous disent non mais fais ça. Et en fait, je pense que dans ce cas-là, certes c'est bien d'avoir un avis extérieur, mais il faut savoir une chose, ça reste vous qui êtes maître à bord, et c'est vous qui allez assumer les conséquences et les responsabilités de ce qui va se passer. Donc il faut trouver son exutoire. Moi, j'en ai deux, personnellement, c'est le sport et la musique. Et je pense que de garder cet équilibre, de garder une routine, ça fait qu'on arrive à avoir cette capacité à ne pas se sentir seul. Et on parle de cette routine le matin, de se lever, faire son lit, etc. C'est réel. Je veux dire, c'est hyper important de garder cette routine pour bien s'habiller, etc. Et de dire, OK, c'est pas grave, je repars au combat. Et je suis marqué par ça, certes, mais je retourne au combat. Et le dernier point, c'est d'essayer de trouver des bons conseils. J'en parle aussi beaucoup dans le livre. Je pense que les conseils, à ce moment-là, sont clés vraiment dans les décisions qu'on va prendre parce qu'eux ont des notions techniques que l'on n'a pas. Donc c'est de pouvoir envisager toutes les possibilités et surtout de pouvoir en parler avec des gens qui connaissent réellement les engagements et les difficultés possibles que ça peut emmener en fonction des décisions qu'on va prendre. Et l'idéal absolu, c'est d'être dans des cercles où il y a d'autres chefs d'entreprise puisque je peux rassurer les entrepreneurs qui nous écoutent, ça nous arrive à tous. Il n'y a pas de carrière d'entrepreneur qui ont eu que des success stories. Ça n'existe pas. Et on ne peut pas avoir de success stories sans s'être planté avant puisqu'on apprend tellement. Et je le dis d'ailleurs, je referai cette aventure avec plaisir. Avec plaisir, c'est un terme un peu complexe, mais en tout cas, je le referai exactement pareil, puisque j'ai appris beaucoup de choses. Et en général, l'aventure entrepreneuriale, on ne cherche pas l'argent, on cherche l'apprentissage, on cherche la courbe, l'évolution de l'homme en tant que tel, avec un grand H, bien entendu.
Et cet apprentissage, pour moi, il était primordial. Et j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je suis très content. Et d'ailleurs, dans mes futures boîtes, je sais que ça me servira énormément. Il y a beaucoup de conseils très, très pratiques, à la fois sur les méthodes de vente ou de la communication, mais vous avez aussi une grosse partie qui est liée à ce qu'on appelle le mindset, en fait. Et vous dites des choses genre, chaque difficulté est une opportunité de se challenger, il faut se faire confiance, soyez agile, adaptez-vous. Mais est-ce que ces préconisations, où là, effectivement, on reconnaît le sportif de haut niveau, tout à chacun peut se les accaparer? Parce que quand même, ça nécessite une grosse discipline et une grande force mentale, je pense. En fait, j'ai compris une chose aussi pendant cette épreuve. Et c'est drôle parce que j'ai une amie qui vit exactement la même épreuve que ça en ce moment, qui passe en plan de sauvegarde, etc. C'est que, oui, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité de mettre de côté le côté humain, finalement, parce que c'est ce qu'on doit faire, hein, on doit s'enlever ses sentiments et se dire je réagis de manière très pragmatique et mathématique. C'est d'ailleurs comme ça que je me définis maintenant, pragmatique et mathématique. Donc oui, ça peut s'adapter à tout le monde. Non, c'est pas facile. Oui, ça nécessite des sacrifices et des fois d'aller un peu à l'encontre de ses valeurs sur certains points. Maintenant, il faut rester intègre, il faut rester transparent, il faut se dire qu'on le fait dans le bien global, parce qu'à la fin, ça a sauvé des emplois, ça a sauvé des solutions qu'on a déployées pour des clients, ça a sauvé des prospects avec lesquels on travaille ou des partenaires, etc. Donc oui, c'est adaptable pour tous. Et encore une fois, je pense sincèrement que tout ce qui est dit là, sauf les conseils ultra techniques, comptables, etc., ça peut s'adapter à un couple, ça peut s'adapter à une relation amicale, etc. C'est savoir pivoter dans des difficultés, dans des moments qui sont plus complexes. C'est avoir cette capacité de dire, OK, ça marche pas, c'est pas grave, posons le stylo, on regarde, mais on regarde vite, et on agit. L'exécution, elle est clé, en fait, je pense, là-dedans. 3 jours de décalage, on n'avait peut-être pas la trésor pour payer les salaires qu'on a pu payer finalement. Donc l'exécution, c'est la clé. C'est avoir la possibilité de faire. Vous faites, vous vous trompez, on adapte, on change, on évolue, on refait. C'est ça qui est important. Et ça, c'est donné à tout le monde. Après, il faut se faire un peu violence, certes, et j'ai pas toujours fait les choses en étant content de les faire, hein, soyons honnêtes. Ce que je dis, j'étais en burn-out, je pense, je me le suis pas avoué, mais j'étais en burn-out parce que j'étais très fatigué, on est hyper irritable, on se sent super seul, on a l'impression que tout le monde veut vous trahir, et c'est humain, c'est normal. Après, il faut prendre du recul dessus et il faut savoir pourquoi on le fait. Tant qu'on garde l'objectif en ligne de mire, je pense que c'est là qu'on peut y arriver sans trop de difficultés, entre guillemets. Merci beaucoup, Kevin Soler. Je rappelle votre livre « Comment j'ai sauvé ma boîte », c'est aux éditions de Buck Supérieur. Et on parle maintenant de musique en compagnie de Stéphane Rougeot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Deezer. Alors évidemment, tout le monde connaît Deezer. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Deezer. Et à côté, il y a des mastodontes. Il y a Spotify, il y a Apple Music, il y a Amazon. Qu'est-ce qui fait la singularité de Deezer ? Donc nous, on existe depuis une quinzaine d'années. En fait, on a été la première plateforme qui a streamé quelques mois avant Spotify. Bon, depuis, les choses ont pas mal changé dans l'ensemble de l'industrie. Mais il y a une chose qui est fondamentale pour nous, c'est innover, lancer des fonctionnalités et innover à la fois pour les utilisateurs, pour qu'ils aient la meilleure expérience possible de musique, parce que c'est pour ça qu'ils viennent et qu'ils s'abonnent à une plateforme comme Deezer, et innover aussi pour les artistes et pour l'ensemble de l'industrie, parce que finalement, ce que des plateformes comme Deezer permettent, c'est justement à travers ces fonctionnalités de connecter les auditeurs, les fans, ceux qui adorent la musique, avec les artistes qu'ils aiment. Alors historiquement et depuis le début, principalement à travers le catalogue et puis les titres qui sont disponibles, mais de plus en plus à travers de nouvelles fonctionnalités. Et à chaque fois qu'on peut innover pour permettre ce lien entre les artistes et les fans, finalement on remplit notre fonction et c'est quelque chose d'assez spécifique à Deezer. C'est quoi justement ces fonctionnalités ? Parce que moi, basiquement, je me dis ok, c'est une appli de streaming, je lance ma musique et basta. C'est quoi ces fonctionnalités qui permettent cette interaction aujourd'hui ? Alors, d'abord, les fonctionnalités de départ et les fonctionnalités de base qui existent et qui ont été renforcées depuis 15 ans, c'est vraiment les fonctionnalités qui vous permettent d'accéder à la musique que vous aimez. Mais en fonction de votre profil, parce qu'on a chacun une manière de vivre la musique différemment, ça peut être soit de rester dans la musique que vous aimez, et puis de vous la ramener, parce que finalement on écoute des titres il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Oui, mais parfois aussi il y a des titres qu'on écoutait il y a 3-4 ans, puis qu'on n'écoute plus, et puis que de temps en temps on aime bien pouvoir réécouter, sauf qu'on n'y pense plus. Et donc les algorithmes qu'on a, ils nous permettent justement en fonction de ce que vous écoutez ou de ce que vous avez écouté, de vous reproposer, et puis derrière, si vous souhaitez vous ouvrir vers des nouveaux titres, vers des nouveaux artistes, de vous permettre de découvrir. Et donc, la première chose qui est fondamentale justement dans ces plateformes-là et dans ce que nous on fait en termes d'innovation, c'est à travers les algorithmes et puis à travers toutes les fonctionnalités qu'on a, de vous permettre finalement à la fois
aller vers les musiques que vous aimez ou que vous aimiez, et puis d'aller découvrir de nouvelles musiques et de nouveaux artistes, si c'est ce que vous souhaitez. Bon. Donc ça, on l'a fait avec Flow Mood, qui vous permet, en fonction de votre humeur, justement, d'avoir une sorte de radio personnalisée infinie sur des titres que vous aimez, puis bientôt, on va faire un Flow Mood où ça permettra d'aller vers plus de découvertes, ou au contraire de rester dans vos zones de confort avec un peu moins de découvertes. Voilà, donc on va s'adapter en fonction des besoins et des souhaits de chaque utilisateur. Et après, on est en train de rajouter tout un tas d'expériences. Vous avez probablement vu en décembre, on a lancé Blind Test. Donc Blind Test, alors il n'y a pas de lien direct avec les artistes, mais là encore, on sait très bien que dans l'interaction et l'engagement avec la plateforme, qui nous permettent, nous derrière, d'être encore plus personnels dans ce qu'on peut proposer à l'utilisateur sur ses choix musicaux, ce sont des fonctionnalités qui nous permettent d'être encore meilleurs et encore plus adaptés aux besoins de chacun. Et après, on a fait du live streaming et on va continuer à faire du live streaming. Et puis encore, voilà, on a un certain nombre d'autres fonctionnalités. On a fait les lyrics. Donc on a été les premiers à lancer justement les paroles. Et on a lancé il y a un peu plus d'1 an la traduction des paroles. Et on voit aujourd'hui, par exemple, les lyrics, c'est une des fonctionnalités. Il y a 45% de nos utilisateurs qui, tous les mois, vont regarder les paroles et vont lire les paroles des titres qu'ils écoutent, parce qu'ils ont besoin de comprendre le sens, parce que finalement, la musique a ce pouvoir, qui n'est pas uniquement un pouvoir d'écoute, mais un pouvoir d'émotion, et puis un pouvoir aussi d'expression. Et à travers la musique que j'aime, j'exprime qui je suis, et aussi j'exprime les communautés auxquelles j'appartiens ou auxquelles je veux appartenir. Donc c'est l'ensemble de ça qu'on permet de faire, et de le faire à la fois pour chacun, mais aussi de plus en plus de manière partagée, soit dans des communautés de fans, soit partagées également avec les artistes. Vous exprimez très bien, sans le dire, que c'est quand même une entreprise très technologique. Donc évidemment, j'imagine que ça nécessite beaucoup d'investissement, tous ces développements. Comment vous monétisez votre audience aujourd'hui, hormis le fait des abonnements ? Donc nous, aujourd'hui, on est concentré sur l'abonnement. On a un canal d'acquisition gratuit, mais notre objectif, c'est que finalement, ceux qui utilisent Deezer de manière gratuite avec de la publicité basculent sur de l'abonnement, parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités et il y a la véritable expérience. Donc ça a été historiquement la façon dont Deezer s'est développé. On a aujourd'hui quasiment 10 millions d'abonnés. À la fois 3,5 millions en France et puis le reste dans plein de pays dans le monde. Et jusqu'à présent, l'essentiel de la monétisation pour toutes les plateformes de streaming a été fait à travers l'abonnement mensuel. Tout à fait. Et avec en plus un abonnement qui, jusqu'à l'année dernière, était au même prix qu'au moment du lancement, en 2007 ou en 2008, puisqu'il était resté à 9,99 € ou 9,99 $. Ce qui veut dire en termes réels, évidemment, que le coût de la musique et la valeur de la musique avaient baissé, puisqu'en 15 ans, ça n'avait pas bougé. Donc nous, on a été les premiers, il y a 1 an, à remonter le prix de l'abonnement d'€1. Alors c'est aussi parce que derrière, il y avait une qualité haute fidélité. Et aujourd'hui, l'abonnement est à 10,99 € et on a bien vu l'ensemble des acteurs du secteur, en tout cas Apple, Amazon et dans pas mal de territoires Spotify, ont remonté également leur prix de 1 €. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est finalement de commencer à rajouter des expériences et des fonctionnalités qui ont de la valeur pour les artistes parce qu'elles leur permettent de partager plus et d'avoir plus d'expérience et plus de connexion avec les fans qui les intéressent. Et puis pour les fans, d'accéder à des choses qu'ils n'auraient pas par ailleurs, mais pour les artistes qui les intéressent. Et donc, on l'a vu avec le live streaming et on va le faire avec d'autres choses. Il peut y avoir du merchandising, il peut y avoir du ticketing, il peut y avoir tout un tas d'autres fonctionnalités où cette fois-ci, on pourra les monétiser et ça rapportera de l'argent à la fois à l'artiste et puis à l'ensemble de l'industrie, mais au-delà simplement d'un abonnement qui vous permet d'avoir accès à 90 millions de titres, qui est vraiment l'abonnement générique. Donc voilà, on est en train de travailler sur toutes ces dimensions-là, ce qui permettra de continuer à augmenter notre ARPU, et surtout de proposer à nos utilisateurs des expériences qui seront des expériences uniques, qui seront des expériences beaucoup plus valorisées et en plus spécifiques à ce qu'ils recherchent, plutôt quelque chose de générique pour tout le monde. Vous parlez beaucoup des artistes. Toujours la question, c'est la rémunération des artistes. Et je crois que vous avez engagé une réflexion sur ce sujet avec Universal Music. Où en est cette réflexion aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des pistes qui avancent ? Donc nous, ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on essaye de faire évoluer le modèle de rémunération des artistes. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend des labels. Donc nous, je vous rappelle, on reverse en gros quasiment 70% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que quand un abonné paye 10,99 € et qu'on enlève les taxes, nous on reverse 70% de ça aux ayants droit. D'accord. Soit les labels, soit les publishers. Donc ça, c'est reversé à l'industrie. La question de la rémunération des artistes, c'est quelque chose qui est décidé par les labels ou par les publishers. Nous, on leur fournit la data sur les streams et c'est eux qui décident la façon dont c'est fait. Depuis quelques années, on pousse un modèle qui s'appelle UCPS, qui est de dire on va plutôt faire une rémunération en fonction de ce que chaque
consommateur à écouter plutôt que de mutualiser. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à pousser ce modèle. Il y a des réflexions qui ont eu lieu chez les labels et notamment chez UMG, qui est d'avoir un modèle de rémunération qui est plus artiste-centrique, c'est-à-dire d'éliminer et de ne pas rémunérer le contenu qui ne vient pas des artistes. On sait très bien que sur les plateformes, de plus en plus, avec soit l'intelligence artificielle, soit tout un tas de technologies, il y a des bots qui poussent des streams, il y a de la fraude avec des streams qui ne correspondent pas à de la musique, il y a du contenu qui n'est pas du contenu musical. Et tout ça, c'est des streams qui, derrière, vont capturer une partie de l'abonnement et vont le reverser, finalement, à des personnes ou à des sociétés qui ne représentent ou qui ne sont pas des artistes. Donc, le modèle de rémunération artiste-centrique sur lequel on est en train de travailler avec Universal et avec d'autres, c'est un modèle qui permettra d'éviter qu'une partie de l'abonnement soit reversée à ce type de contenu et que l'essentiel, ou quasiment tout l'abonnement, aille vraiment rémunérer les artistes. Et en fait, on peut combiner le modèle artiste-centrique et puis le modèle user-centric, qui était celui dont je parlais un petit peu avant. Et je pense que dans les mois qui viennent, une fois qu'on aura bien avancé dans ces discussions-là, les labels pourront, eux, faire évoluer le mode de rémunération et nous, on sera tout à fait capable de leur fournir toutes les données permettant de faire ça. Il y a un autre sujet qui est en cours de réflexion, c'est le rapport sénatorial qui préconise de taxer les plateformes de streaming. C'est une réflexion qui revient régulièrement pour financer la musique française. Quelle est la position de Deezer aujourd'hui sur ce sujet ? Donc nous, on était ravis qu'il y ait une mission qui puisse permettre de voir un petit peu quelle était la situation de la création musicale en France, et puis du CNM, et puis quel était la meilleure mode de financement. Après, je ne vous cache pas évidemment qu'on a été extrêmement déçus de voir le résultat, puisque la recommandation de taxer les services de streaming. Finalement, les services de streaming aujourd'hui, c'est le moteur de la croissance dans l'ensemble de l'industrie et des revenus générés par l'industrie. Et on a une industrie qui, pendant des années, finalement, a eu une décroissance de son chiffre d'affaires et qui, depuis maintenant 4 ou 5 ans, est en croissance. Et le moteur de cette croissance, c'est le streaming. Donc, commencer à taxer le streaming, c'est sûr que c'est affecter le moteur de croissance. La deuxième chose, c'est que, finalement, le streaming, nous, comme je vous disais, on reverse 70% de l'abonnement aux ayants droit. Et finalement, c'est nous qui contribuons le plus aujourd'hui à la rémunération et à la création musicale, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc, de rajouter encore une taxe là-dessus à ceux qui contribuent le plus, on trouve que ça fait absolument aucun sens. Et puis, la dernière chose, c'est que les sociétés de streaming comme nous, ce sont des sociétés assez récentes. On est des sociétés dont le modèle économique est encore fragile, parce qu'on a beaucoup investi en termes de technologie. On investit beaucoup en termes de marketing pour permettre justement la diffusion et la pénétration du streaming. Et donc, on se retrouve avec des sociétés, et même une société comme Spotify, qui est beaucoup plus grosse que nous, est à la limite et pas encore complètement profitable. Et nous, en ce qui nous concerne, on n'est pas encore profitable. On a une ambition de l'être en 2025, mais on n'est pas encore profitable. Et rajouter une taxe à une société qui est fragile, c'est évidemment pour nous pas du tout la bonne chose à faire. Surtout si on dit que derrière ces plateformes de streaming, c'est des éléments fondamentaux en termes de souveraineté numérique, en termes de souveraineté culturelle. Et aller taxer des plateformes comme Deezer, évidemment, c'est absolument pas pour nous la voie à suivre. Vous parlez de votre business model et de la rentabilité dont l'objectif est fixé en 2025. Quelle va être votre stratégie justement pour atteindre cette rentabilité ? Donc, on a défini ce plan il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. On a une stratégie qui est basée sur 2 choses. Premièrement, d'abord, on se concentre sur la musique. Oui. On a tout un tas d'autres plateformes qui, pour attirer les auditeurs ou les abonnés, vont aller développer d'autres types de contenus. Nous, on se concentre complètement sur la musique. Et on se développe en France avec une croissance de notre base d'abonnés. On est très content de la croissance qu'on a en France. Et on se développe à l'étranger avec un modèle B2B, où on est capable d'apporter justement ce service de souscription à des partenaires. Donc historiquement, on a fait ça avec des opérateurs téléphoniques. On a commencé en France avec Orange, et puis maintenant on le fait avec un certain nombre d'autres. Et on le fait aussi à l'étranger. On a lancé le service RTL Musique avec RTL, et c'est Deezer qui fournit l'ensemble de la plateforme et évidemment l'ensemble du catalogue. On a annoncé, on aura peut-être l'occasion d'en parler justement, un accord aussi avec Sonos pour pouvoir intégrer Deezer et le service de streaming de Deezer à l'intérieur de Sonos. Donc Sonos, ce sont du matériel ici, du hardware. Voilà, mais en réalité, aux États-Unis surtout. Alors aux États-Unis, mais en fait, ça sera dans tous les pays où il y a du matériel Sonos qui est vendu. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, pour que la musique par streaming puisse pénétrer de plus en plus le marché, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a un peu plus de 500 millions d'abonnés, alors que le potentiel de pénétration dans le monde, il est plutôt de plusieurs milliards. Et donc, il faut aller chercher ces abonnés, et on peut aller les chercher aussi en rentrant et en allant les chercher dans différents segments et dans différentes industries.
à travers du hardware, puisque si on intègre un service de streaming dans un équipement audio, il y a d'autant plus de possibilités qu'il soit utilisé. Ça peut être dans le transport et dans la voiture, puisqu'au fur et à mesure les voitures qui deviennent des hubs d'entertainment, si on intègre un service de streaming dans la voiture, on peut apporter une valeur supplémentaire à l'utilisateur dans sa voiture plutôt qu'il à utiliser son compte historique. Et puis ça sera le cas dans un train également. C'est le cas évidemment dans des groupes de médias qui intègrent différents types de contenus comme RTL. Et pour nous, la raison pour laquelle c'est un axe stratégique important, c'est que, ça nous permet de pénétrer des marchés dans lesquels notre marque n'est pas suffisamment importante et pas suffisamment présente et reconnue aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on n'a pas du tout la même reconnaissance de marque que peut avoir un Spotify. Et en plus, on n'a pas du tout l'écosystème qu'ont créé un Apple Music, un Amazon Music, un Google Music. Et donc, nous, on se bat avec une arme différente qui est finalement, on sait exactement s'intégrer avec d'autres partenaires. Et en s'intégrant avec d'autres partenaires, en fait, on bénéficie de leur marque, on bénéficie de leur marketing et on bénéficie de leur base d'utilisateurs. Et donc, on peut réduire nos coûts marketing pour acquérir ces clients. Et on les acquiert et on partage la valeur avec le partenaire. Et ça nous permet de croître avec des conditions économiques qui sont bien plus favorables. On est les seuls à faire ça. Et on est capable de le dupliquer. Et c'est notre stratégie dans un certain nombre de pays pour pouvoir croître notre chiffre d'affaires et de façon économiquement viable. Et effectivement atteindre la profitabilité en 2025. Un dernier mot autour de votre entrée en bourse, qui remonte un peu maintenant, mais qui était l'année dernière, le 6 juillet dernier. J'ai regardé hier, le titre perd 40%, je crois, sur 6 mois. Est-ce que vous regrettez le choix d'avoir été en bourse? Et est-ce que vous vous dites peut-être qu'il serait temps à un moment ou à un autre d'en sortir déjà? Non, alors on se dit absolument pas ça. D'abord, cette combinaison avec le SPAC, elle correspondait à la fois à un objectif de levée de fonds. Tout à fait. Et on a été extrêmement heureux de lever 140 millions d'euros en 2022, qui était une année compliquée. Donc ça montre bien qu'il y avait un appétit, qu'il y avait une capacité à lever de l'argent, et on l'a fait en combinaison avec le SPAC. La combinaison avec le SPAC, c'est aussi une conjonction avec un certain nombre de personnes dans le SPAC qui nous apportent de la valeur. Donc il y avait un véritable intérêt de part et d'autre à pouvoir travailler ensemble et à se combiner. Après, aujourd'hui, le cours de bourse, il est ce qu'il est. Ça correspond aussi à une dégradation des valorisations sur les marchés, notamment pour les boîtes de tech par rapport à il y a 6 mois ou par rapport à il y a 1 an. Ça correspond aussi au fait que pour les small et mid cap, c'est pas les types de valeurs qui sont les plus en vue. Et puis la dernière chose, on a un track record qui est encore récent en bourse. On a une feuille de route stratégique qui est très claire. On a une feuille de route en termes de profitabilité et de génération de cash qui est d'arriver en 2024 à être free cash flow positif et en 2025 à être profitable. Et au fur et à mesure qu'on va démontrer qu'on est en chemin pour délivrer ça, parce que les marchés vont pouvoir l'apprécier et l'intégrer dans notre valorisation et dans notre cours de bourse. Et au fur et à mesure qu'on aura un peu plus de volume, ça aidera. Donc c'est assez normal dans les conditions d'introduction, dans le contexte d'introduction dans lequel on a été pour les marchés financiers, et compte tenu aussi de là où on en est, nous, dans notre chemin stratégique, que dans les premiers mois, évidemment, on puisse avoir ce type de situation. Mais voilà, à nous de montrer et de délivrer à travers nos différents résultats qu'on est capable de délivrer notre feuille stratégique. Merci beaucoup Stéphane Rougeot. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Deezer. Et je reçois maintenant Xavier Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Jarnias et alors avec vous, on va prendre littéralement de la hauteur puisque Jarnias est une entreprise spécialisée dans les travaux en hauteur, d'accès difficile. Vous êtes présent par exemple sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Et alors, moi j'ai lu votre parcours avec grand intérêt. Parce qu'en fait, vous êtes entré dans l'entreprise il y a 14 ans comme technicien cordiste. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu? Comment on se dit, tiens, je vais grimper au bout d'une corde pour aller faire des travaux un peu dangereux et inaccessibles? Eh ben parce qu'en fait, c'est un métier qui est passionnant, parce qu'on a une hauteur de vue qui est complètement incroyable, on a une diversité d'activités qui est complètement folle, et donc du coup, petit à petit, on m'a laissé ma chance, déjà, ça c'est important de le rappeler, et donc du coup, en fait, j'ai pu, en travaillant très difficile, très durement, en fait, passer l'ensemble des échelons. Donc je suis passé de technicien, comme vous l'avez dit, en arrivant dans l'entreprise, mais par chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, chargé d'affaires, directeur technique, directeur de filiale. Et j'ai pris la présidence du groupe il y a à peu près 4 ans. Et effectivement, on a réorganisé le capital du groupe et on a continué à accélérer notre croissance. Mais alors, c'est quand même assez rare de voir des hommes et des femmes, en tout cas aujourd'hui, qui débutent en bas de l'échelle et qui gravissent tous les échelons. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, finalement, cette entreprise, je prendrais bien les rênes?
Et ben en fait, je crois que on se le dit pas. En tout cas, il n'y a pas une volonté majeure de pouvoir prendre les rênes. Par contre, une volonté de bien faire au quotidien et de faire du mieux possible. Et en fait, en faisant du mieux possible, en fait, c'est assez facile de pouvoir franchir les différentes étapes. Et donc, en fait, mon parcours, il est assez simple. C'est que j'ai travaillé dur, longtemps, et effectivement, pour passer l'ensemble des étapes pour arriver PDG. Alors, à votre arrivée, le groupe comptait, je crois, 20 collaborateurs. Aujourd'hui, il y en a 250. Le CA de Jarnias, aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Quelle a été votre stratégie d'expansion ? Déjà, on a fait une croissance qui est extrêmement forte. Oui. C'est dans l'air du temps, donc on parle d'une croissance olympique chez nous. Donc, effectivement, on est passé de 20 salariés avec quelques millions d'euros de chiffre d'affaires à, en 2022, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Puis les chiffres ont changé parce qu'on recrute très fort, donc à plus de 300 salariés. Alors, on a une croissance organique à peu près de 25% par an, déjà, qui est une croissance... C'est une bonne croissance, hein. Ouais, qui est une croissance forte. Et puis, effectivement, en 2022, on a accéléré avec des opérations de croissance externe. Donc, on a pu déployer effectivement notre stratégie de croissance externe. Et donc, on a fait l'acquisition et on s'associe avec de belles entreprises et des gens qui sont pionniers aussi dans le domaine des travaux en hauteur, mais avec des spécificités. Donc, on est La montagne, c'est ça, par exemple ? La montagne, par exemple, ou alors le nucléaire aussi, qui est un enjeu majeur, puisque il y aura bientôt 6 nouveaux réacteurs en France. Donc, en fait... donc, vous intervenez sur les cheminées des réacteurs ? Exactement. En fait, notre spectre d'intervention, il est extrêmement large. On peut être le lundi matin au sommet de la Tour Eiffel, oui. La semaine d'après, effectivement, sur un chantier nucléaire et sur une grande cheminée industrielle, ou alors encore sur les braises de Notre-Dame de Paris, ou encore sur le sommet du Panthéon. Donc, en fait, on a une diversité d'interventions qui est assez impressionnante. Ouais, alors, effectivement, ça me paraît incroyable quand vous le racontez. Et je me dis, est-ce que c'est un réel facteur d'activité, cette espèce de terrain de jeu, entre guillemets, sur lequel vous intervenez, ou au contraire, est-ce que ce sont des métiers tellement techniques, tellement à risque aussi, que vous avez du mal à recruter? J'arrive pas à mesurer. Alors, sur nos métiers, effectivement, aujourd'hui, dans le groupe, on a 80 métiers. Et donc, en fait, c'est des compétences expertes à chaque fois. Ouais. Donc, le métier de la hauteur, c'est en soi une compétence experte. Ensuite, on vient y ajouter des blocs de compétences. Donc, on a des cordistes maçons, des cordistes soudeurs, des cordistes peintres. Ouais, donc, et donc, vous multipliez la complexité, là, pour exactement. Donc, ça veut dire que... Alors, je ne vais pas vous dire que c'est facile de recruter, mais on a un métier qui est extraordinaire. On parlait à l'instant des sites sur lesquels on intervient. Effectivement, on a une diversité très importante de lieux sur lesquels on intervient. Et donc, du coup, ça nous donne un peu plus de facilité pour recruter. Mais on recrute énormément. Cette année, en 2023, on cherche 100 nouveaux collaborateurs dans tous les métiers, que ce soit effectivement dans les métiers manuels, mais aussi on cherche des conducteurs de travaux, des conducteurs d'engins, des gens qui vont nous aider à pouvoir concevoir dans nos bureaux d'études. Donc on a une politique de recrutement qui est extrêmement forte pour effectivement combler ces 80 métiers qui font partie du groupe. On disait, alors effectivement, l'environnement est magnifique, mais ça reste quand même des métiers dangereux. Comment est-ce que vous appréhendez le facteur de risque? Alors, métier dangereux, non. Notre métier, c'est un métier de la sécurité, avant tout, et le métier de la sécurité en hauteur. Donc, en fait, nos équipes, elles sont formées à gérer cette sécurité. Et j'ai envie de dire qu'en fait, on ne fait pas d'économie sur la sécurité, encore moins chez nous. Et donc, c'est pour ça aussi que, dans une période qui peut être parfois difficile dans le BTP, notre activité continue à se développer et notre secteur est en perpétuelle augmentation. C'est un marché qui pèse aujourd'hui 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en est... Au niveau français ou... Au niveau français. On en est la référence française. Et justement, on s'est mis en ordre de bataille pour aller chercher l'Europe. On est déjà présent en Suisse. Et donc, on a l'objectif, effectivement, sur les prochaines années, de venir chercher l'Europe et donc de devenir leader technique européen de nos métiers de la hauteur. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour justement franchir ce cap ? C'est le déploiement progressif à l'international. C'était un secteur que vous n'aviez pas du tout adressé aujourd'hui? En fait, jusqu'à présent, on suivait nos clients dans leurs grands projets internationaux. D'accord. Donc, on faisait déjà des interventions en dehors de nos frontières françaises. Mais je crois que c'était dans les bagages d'eux, c'est ça? C'était dans les bagages d'eux. Et puis, ça ne va pas dans le sens dans lequel, aujourd'hui, on doit aller. On doit se rapprocher au plus près de nos marchés. D'une part, parce qu'on a une responsabilité dans les écosystèmes dans lesquels on intervient, donc pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sens, en fait, à se déplacer à travers le monde avec des avions, alors qu'on pourrait effectivement pouvoir s'ancrer sur des territoires pour pouvoir développer notre activité. Donc notre projet de déploiement international, il est aussi là, il est aussi au fait pour répondre aux grands enjeux de demain concernant la planète. Donc ça, c'est un sujet qui est important pour nous.
Vous avez un autre axe de déploiement qui, je crois, touche à l'acoustique aussi. Oui, tout à fait. En fait, les sujets de pollution, c'est un sujet pour lesquels qui nous tient à cœur. Alors déjà, nous, on intervient avec des hommes. Donc au départ, c'est quand même des métiers qui sont décarbonés. Ouais. Mais aussi, effectivement, la deuxième cause de pollution dans les villes, c'est la pollution sonore. Et donc aujourd'hui, on a fait l'acquisition d'une start-up qui s'appelle Acoustim et qui effectivement répond à cet enjeu-là de pouvoir dépolluer les villes du bruit. Et donc il y a des systèmes de bâches acoustiques qui sont installés sur les chantiers pour en réduire le bruit. Et comme on a plein de chantiers autour du studio, vous voyez, je trouve que c'est une excellente idée. Merci. Je voulais absolument finir là-dessus. À bon entendeur. Merci beaucoup, Xavier Rodriguez. Merci, Aurélie. Je rappelle que vous êtes le PDG de Jarnias. Je vous disais tout à l'heure que ça allait être une émission très centrée finalement autour de l'échec et du rebond. Et on en parle maintenant avec Barbara Dupuis. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes l'ancienne CEO de The Blonde Cactus. Alors Barbara, moi je vous ai rencontrée il y a 2 ans. Ouais. Vous étiez récompensée par un prix du retail pour votre entreprise The Blonde Cactus. Fin 2022, voilà, votre entreprise s'arrête. Mais finalement, vous voulez retenir que le positif de tout ça. Vous avez publié un post qui m'a beaucoup interpellée sur LinkedIn, donc on va en reparler. Mais d'abord, on va peut-être revenir au commencement pour ceux qui ne vous connaissaient pas. Quel était le business de The Blonde Cactus ? Le business de The Blonde Cactus, c'est une marque de décoration florale et végétale qui alliait en fait des objets anciens recyclés à des fleurs séchées et des plantes autosuffisantes. Voilà, donc c'était l'univers du cadeau, du plaisir, voilà, le plaisir d'offrir, l'art de recevoir, qui constituait l'ADN de la marque et des produits en tant que tels. Donc, le combo fleurs et objets de décoration. Et en plus avec un côté recyclé, durable, donc qui marchait plutôt bien d'ailleurs. Ah oui, ça marchait bien. Ça marchait très bien et on a eu une croissance qui était continue sur les 4 premières années. On faisait en moyenne 100% de croissance chaque année. Voilà, dans une moindre mesure. En 2021, on a fait 400 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas non plus extraordinaire, mais je pense toujours que dans ce type sur ce type de sujet, c'est pas une notion d'ordre de grandeur de chiffre, en fait, au final, parce que ça change rien. La finalité, elle est la même qu'on fasse 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 400 000 €, c'est la même problématique. Et donc du coup, fin 2022, vous décidez d'arrêter. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a un problème de conjoncture économique qui est lié, les raisons, on les connaît, on ne va pas revenir dessus. On a aussi, pour ma part, mon marché qui s'est retourné. C'est extrêmement compliqué, le marché de la fleur, du végétal au global. Donc ça fait deux grosses raisons, 2 bonnes raisons. Et là, en fait, basé, si vous voulez, sur les succès de 2021, on s'est dit, OK, c'est le moment de lever de l'argent, parce que je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait jusque-là. Il y a eu, avec le Covid, un pivot, etc., qui s'est opéré sur le business model de la marque, qui s'est axé un peu plus sur de l'événementiel. Il y a eu les pop-up, c'est là où est intervenu le prix Unibail, etc. Donc, on a repensé le business model, on l'a recentré sur de l'événementiel. C'était une nouvelle façon de faire du retail. Et là, on s'est dit, OK, donc on a les résultats suffisants pour lever de l'argent, sauf qu'en fait, le contexte structurel économique fait qu'on n'a pas réussi. Et à ce moment-là, malheureusement, c'est le moment où on a commencé à manquer de cash. Ouais. Et du coup, quand vous vous retrouvez avec une sorte de fragilité, une fragilité financière, très difficile quand on s'autosuffit plus. Ouais. Très difficile de rebondir et on se retrouve un peu dans le besoin financier et là on est quand même beaucoup moins en situation de force face à de potentiels investisseurs, etc. Donc ça c'était un des points d'entrée sur 2022, la difficulté commencer à sentir la difficulté de lever de l'argent. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en off, il y a effectivement il y a cet essoufflement en fait aussi qui est
même pas palpable, il est factuel sur le fait que le marché, il est ce qu'il est et que le produit est moins désirable et du coup, c'est d'autant plus difficile à vendre, à pitcher et à prouver parce que, voilà, comment je peux dire, le produit étant moins désirable, il faut aussi se faire à il faut se faire à cette idée et c'est factuel et on ne peut pas aller contre ça en fait. Voilà. Néanmoins, alors, au-delà de toutes les difficultés que vous racontez là, vous dites je ne vois pas l'échec, je vois l'épanouissement et l'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette aventure que vous n'auriez pas appris ailleurs ? Déjà, l'entrepreneuriat, c'est être seul, surtout quand on est solopreneur. Et on a beau être hyper bien entouré par d'autres entrepreneurs ou par des associés financiers, etc. On est quand même seul à la barre. Et le fait d'avoir personne en fait, sur qui s'appuyer, ça vient vraiment poser quelque chose de très... Enfin, la solitude, c'est très intime. Et je pense que moi, ça m'a appris la résilience, la patience et encore une fois, savoir accueillir l'échec. Mais c'est comment on accueille cet échec. Et comment on a envie de le voir et de le percevoir. On a le choix, en fait. Et moi, durant cette période de questionnement, voilà, encore une fois, intérieur sur, le marché est ce qu'il est, c'est factuel. Les chiffres sont ce qu'ils sont avec la trésor qui n'est plus. Il va falloir prendre une décision. Donc, il y a aussi toute cette notion de responsabilité entrepreneuriale quand on est chef d'entreprise et ne pas confondre acharnement et persévérance. Et comment on va au bout des choses, comment on a exploré toutes les pistes possibles de porte de sortie, qu'est-ce qui s'offre à moi à cet instant T et encore une fois de prendre de la hauteur et de la visibilité et de se dire on prend la bonne décision et la bonne décision c'est la responsabilité de fermer. Donc ce que ça m'a appris c'est ça, c'est cette capacité à prendre des décisions dans l'adversité. Tout à l'heure mon invité qui a parcouru aussi un parcours avec pas mal d'échecs me disait finalement être entrepreneur c'est aussi parfois se mettre des œillères et mettre un peu ses émotions de côté pour en revenir au pragmatisme et aux mathématiques. C'est un peu ça ce que vous êtes en train de me dire. Exactement. Les chiffres, c'est les chiffres. Malheureusement, on est obligé de faire avec et de forcer de constater que ça ne marche plus, c'est concret. Ça sonne la fin en fait, il n'y a pas d'autre... c'est comme quand on fait un business plan et voilà, il y a un résultat, il est positif ou il est négatif et en fait les décisions elles sont juste là et je pense que ça, il faut l'avoir en tête dès qu'on démarre son business. Non, ça n'est pas la route vers le succès. C'est une route, c'est un chemin qui mène vers le succès, mais ça n'est pas forcément la finalité. Ou alors, et ça c'est le discours que je prône, c'est quelle est la définition du succès ? Et pour moi, la définition du succès, c'est l'apprentissage et l'épanouissement. Et en fait, moi, c'est tout ce que j'ai appris durant ces 5 dernières années qui aujourd'hui, j'en sors beaucoup plus riche et beaucoup plus grandi. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir. Vous pensez qu'on montre une image parfois un peu trop positive de l'entrepreneuriat et qu'on a tendance à masquer un peu toutes ces difficultés que vous racontez ? Complètement. Complètement. Et ça m'attriste parce que je pense que... en fait, montrer ses faiblesses, c'est tabou. Surtout en entrepreneuriat où effectivement avec à l'ère des réseaux sociaux etc on a tendance à toujours montrer tout ce qui est beau, tout ce qui est positif et à jamais il y a toute cette notion de filtre si on peut faire des mauvais jeux de mots qui viennent se positionner en superposition et on est toujours dans cette course à l'image et à être bien vu et on cache ce qui ne va pas et dans la réalité, d'ailleurs, au-delà des réseaux sociaux, c'est la même chose. On n'irait jamais dans une soirée entrepreneuriale, à une conférence. On va demander à quelqu'un, et alors comment ça se passe le business en ce moment ? Alors tout va bien, c'est génial, on fait ci, on fait ça. On va jamais vous dire, c'est la mouise, j'ai plus de trésor, je sais pas comment je vais faire si je trouve pas de solution dans 5 semaines.
Jamais, personne ne vous dira ça. C'est vraiment, je vais montrer que tout va bien et c'est comme ça. Et c'est un mindset qui est conditionné et c'est culturel chez l'entrepreneur. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, en fait, ça prépare pas les gens à l'échec, encore une fois. Il va dire, bon, c'est possible que ça ne marche plus pour des raisons qui sont indépendamment de moi, même si j'ai pris des bonnes décisions tout au long de ce chemin. Il y a le marché, en fait. C'est l'offre, c'est la demande. C'est la crise qui ne dépend pas forcément. C'est la crise, c'est tous ces facteurs extérieurs qu'on doit prendre en considération et qu'on devrait intégrer, en fait, psychologiquement à l'équation dès le départ, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai, entre guillemets, bien vécu cette fermeture et qu'il était temps de fermer la page parce que moi, j'avais intégré tout ça dès le départ. Est-ce que vous vous dites, bon, tout ça c'est très sympa, j'ai appris plein de choses, mais c'est bon, l'entrepreneuriat ne repassera plus par moi? Non. Non. Non, je me dis pas ça. Je me dis pas ça parce que déjà dans la vie, on ne sait jamais. Et je pense qu'il faut faire ce qui est bon pour soi. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de retourner au salariat, au salariat et je suis très épanouie dans mon travail. J'adore ce que je fais, j'adore les gens qui m'entourent. Et en fait, c'est ça. Et si demain, c'est plus ça, parce que j'ai envie de remonter autre chose ou parce que j'ai envie d'aller vers d'autres horizons, etc., ce sera OK parce qu'en fait, c'est une question d'alignement. Et il y a aussi effectivement cette question qui terrorise les entrepreneurs et dont on parle très peu, c'est hyper tabou. On en parle souvent de façon un peu, un peu cachée. Ah là là, mais moi si j'arrête, mais si demain j'arrête, mais comment je vais faire? Mais moi je pourrais jamais être salarié de nouveau. En fait, c'est pas vrai, il faut pas se dire ça. C'est cette peur qui vient bloquer, en fait, comme si on était dans une impasse, alors que c'est pas vrai du tout. Donc aujourd'hui, tout va bien. Donc aujourd'hui, tout va bien. Merci beaucoup, Barbara. Merci de nous avoir apporté votre témoignage. Merci Aurélie. À très bientôt. Au revoir. Et on termine cette émission avec notre rubrique mensuelle autour des mots de la com. J'accueille Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing chez W. Charlotte, vous avez choisi un mot qui va un petit peu au-delà de l'univers de la com, mais qui concerne toutes les entreprises qui nous regardent. Exactement. Ce mois-ci, nous avons choisi un mot qui est l'EVP, l'Employee Value Proposition. Pardon, j'ai un petit peu de mal à le dire parce que c'est un mot un petit peu compliqué, qui veut dire proposition de valeur des entreprises envers leurs collaborateurs et leurs futurs collaborateurs. D'accord. Et évidemment, c'est un sujet qui est central aujourd'hui dans la performance des entreprises. On parle beaucoup d'un contexte notamment de guerre des talents. Le Covid a complètement revisité les attentes des collaborateurs envers les entreprises. Et surtout aujourd'hui, il y a une nécessité pour les marques de mieux travailler leur image recruteur pour mieux attirer finalement les collaborateurs au sein de leurs entreprises, mais aussi pour les retenir et donc favoriser la performance de leur business. Mais alors, il y a beaucoup de concepts autour de cette notion de marque employeur que vous évoquez, Charlotte. Oui. Est-ce que l'EVP, comme vous dites, et son petit frère, l'Employer Branding, fonctionnent de pair? Comment ça fonctionne? Alors exactement, pour résumer, l'EVP, c'est la proposition de valeur, donc tous les éléments tangibles et intangibles que l'entreprise propose à ses collaborateurs pour le rémunérer d'une certaine manière de ses actions au quotidien pour l'entreprise, alors que l'employer branding, finalement, c'est l'image de la marque en tant que recruteur, donc qu'elle arrive à diffuser auprès de ses différents publics. Donc c'est là où les agences de communication et de branding interviennent, puisque nous, on est là pour mettre en mots et en récit, finalement, cette valeur ajoutée et cette valeur immatérielle et matérielle que l'entreprise propose à ses collaborateurs, et donc pour les attirer ou pour les retenir, mais aussi pour créer une dynamique interne. Est-ce que vous avez des petits exemples à nous donner? Moi, j'aime bien les exemples. Ouais, nous aussi, on aime bien les exemples. Évidemment, Patagonia, alors c'est un exemple sur ce sujet d'employee value proposition, mais aussi en tant que marque, en tant que telle. On connaît tous Patagonia, extrêmement engagé sur les enjeux écologiques. Alors c'est intéressant parce que toute leur employee value proposition est autour de ces engagements. Ils proposent des congés dédiés à leurs collaborateurs pour qu'ils puissent justement travailler dans des associations engagées sur l'écologie. Ils travaillent beaucoup sur des programmes autour de la santé mentale, autour de la parentalité. Leurs locaux sont pensés pour être évidemment autour du mieux-être des collaborateurs, mais aussi dans une optique écologique. Et c'est intéressant parce que leur fondateur, il y a quelques mois, a déclaré qu'il allait reverser 100% de ses actions dans des associations écologiques. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec l'employee value proposition. Alors c'est fait partie de l'image de marque au global. C'est attractif pour les clients, mais c'est aussi attractif pour les collaborateurs. Et donc, ça donne envie aux collaborateurs de mieux travailler
ou de rejoindre l'entreprise en tant que telle. Il y a un autre exemple qui est intéressant, alors plutôt en termes de campagne marque employeur. C'est une campagne qu'a fait le groupe La Poste, qui n'a pas forcément une image au départ extrêmement attractive en termes de marque employeur. Ils ont créé une campagne qui s'appelle We Are La Poste, où ils montraient des portraits de collaborateurs, qui a permis, de montrer les vrais collaborateurs de La Poste, les différents métiers de La Poste, mais surtout de valoriser cet engagement social au plus près finalement des populations, qui est aussi aujourd'hui un argument extrêmement recherché par les collaborateurs, fierté, mais aussi par les futurs recrutés. Et donc encore une fois, j'imagine qu'il y a un lien avec les résultats business derrière, Charlotte. Évidemment, tout ça est un cercle vertueux. Encore une fois, il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point c'est important de travailler sur sa marque employeur pour favoriser son business model. Il y a notamment une étude de l'Institut Gallup qui a révélé que les entreprises qui travaillent bien sur leur EVP ont une augmentation de 10% de la productivité de leurs employés. C'est quand même un chiffre qui est intéressant. Et un autre chiffre qui est intéressant, c'est Harvard Business Review qui a montré que plus on travaillait bien sa proposition de valeur vers ses collaborateurs, il y avait une amélioration de 37% de la satisfaction client. Donc ça montre à quel point tout ça est extrêmement vertueux. Si je résume, l'EVP a une incidence positive ou négative sur l'attraction des nouveaux collaborateurs, sur la rétention des talents, sur la performance et donc aussi sur le business. Exactement. Ce qui est aussi super intéressant, c'est que l'EVP, au-delà d'être un actif du business, ça permet de rassembler autour de la table des métiers qui ne se parlent pas forcément en interne. Évidemment, c'est un sujet de ressources humaines, un sujet de communicants, mais c'est avant tout un sujet de direction générale. C'est intéressant parce que ça travaille aussi tout ce qui va être employé expérience, qui était le mot dont on parlait le mois dernier. Et finalement, ça réunit des entités qui ont tout un même objectif, c'est le mieux-être des collaborateurs et l'attractivité des nouveaux collaborateurs. Et donc ça, c'est extrêmement vertueux. Mais il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que l'EVP travaille aussi sur des sujets notamment d'architecture de marque, de brand architecture. Mais ça, étonnamment, on en parlera le mois prochain. Eh bien, merci beaucoup Charlotte Fessou. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing de W. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr avec grand plaisir vendredi prochain. Et puis lundi, retour de Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end.